On a eu besoin de se nourrir parce qu'on avait faim et puis bon, les produits chimiques sont arrivés, les engrais sont arrivés, puis ça a tout transformé l'agriculture. Ben, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'effectivement, il fallait augmenter la production agricole, c'est sûr. Il fallait devenir autosuffisant, c'est sûr. Le nitrate, c'est un explosif. Mais il faut savoir que quand je m'en suis servi, c'est un véritable explosif dans la nature. Et donc, on a effectivement aidé beaucoup l'agriculture pour en arriver, pour atteindre ces objectifs. Le vert très clair que mon père avait dans ses blés, j'avais tout de suite un vert soutenu comme un vert poireau. Alors on sentait qu'il y avait une différence considérable. Et au bout de 4-5 ans qu'on a utilisé les nitrates, eh bien, on avait non pas des champs de blé, mais on finissait par avoir des champs d'herbe. Alors on s'est plaint. Oh, mais c'est pas grave. 150 grammes d'isoproturon, hectare. C'est une révolution. L'enherbement a été solutionné avec ça. Alors on augmentait donc l'azote, puisqu'on augmentait les rendements. On augmentait l'azote toujours progressivement. Mais on avait une telle végétation exubérante que le pied n'étant plus aéré, le soleil ne pénétrait plus au niveau du pied, le champignon s'installe. Et lui, il a besoin de lumière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le champignon, il était là au pied, il a monté, il est arrivé au niveau de l'épi. Et quand c'était au niveau de l'épi, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les rendements ont diminué, et là encore on a dit, c'est pas grave, on a les fongicides. Donc on utilisait les fongicides. On faisait des erreurs dans les conduites de culture, si bien que l'insecte il est venu, et là, les insectes, c'est-à-dire les pucerons, ils envahissaient les épis. Eh bien, nous avons dit, c'est pas grave, il y a les insecticides. Donc, vous voyez, et donc on est effectivement entré dans ce système qu'une dépendance, on en appelle une autre. Et là, vous voyez, vraiment, à partir de là, on a eu les mains liées complètement. Effectivement, la première révolution verte qui a eu lieu dans les années 60-70 a été nécessaire pour permettre une production de façon à pouvoir nourrir aussi la population par rapport à la demande de l'époque. De 20 quintaux que faisait mon père, on est monté pendant 10 ans, les dernières années qu'on a fait de la chimie, on avait une moyenne de 72 quintaux sur 10 ans. Or, la deuxième révolution verte consiste maintenant à non pas adapter cet environnement à la plante, mais à adapter la plante que l'on va utiliser à l'environnement présent, et donc notamment aux micro-organismes présents dans le sol. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, sur les mycorhizes, c'est, comme je vous expliquais, c'est la science qui fait avancer les choses. Alors la mycorhize, c'est un mot qui a son étymologie au niveau de la langue grecque ancienne, puisque ça vient de mukes et rhiza, c'est-à-dire mukes le champignon, rhiza la racine. Donc c'est une interaction entre une plante au niveau de ses racines et un champignon bénéfique ou plusieurs champignons bénéfiques du sol, avec un effet bénéfique pour les deux partenaires. C'est ce qu'on appelle une symbiose et plus particulièrement une symbiose mutualiste. Mais oui, parce que, si vous voulez, les plantes sont associées aux microbes, en particulier aux microbes bénéfiques du sol, comme les champignons mycorhizogènes, par nécessité, pas par amour. Hein? C'est-à-dire qu'ils avaient besoin, une plante est un individu qui ne se déplace pas, il faut qu'elle trouve tout sur place, et les microbes étaient des alliés objectifs, hein, pour les aider à mieux explorer le sol, à mieux se nourrir. La mycorhisation est un phénomène vieux comme le monde. Certains chercheurs pensent qu'elle serait à l'origine de la colonisation de la Terre par les plantes aquatiques. Les effets bénéfiques, ils sont multiples, si vous voulez. Le champignon, il colonise dans les racines, mais aussi, il va à l'extérieur. Et il peut aller à plusieurs mètres. Donc tout d'un coup, une plante qui a un système mycorhizé explore une quantité plus importante, hein, du sol. Puisqu'on estime que le volume de sol exploré peut être augmenté d'un facteur 1000 en présence d'un champignon mycorhizogène par rapport à une plante à racines nues. Si il explore mieux le sol, ça veut dire que le champignon doit être capable d'aller, par exemple, prendre une molécule d'eau à 1 mètre de la plante, hein, prendre des ions phosphate à 2 mètres, prendre, je ne sais pas, des oligoéléments, du magnésium à 50 cm, etc. Ça veut dire, et les donner à la plante. Ça veut dire qu'en fait, le champignon a développé tout un système, toute une ingénierie d'absorption, de stockage quand la plante ne le demande pas, et de transfert. Le champignon va permettre à la plante,
un accès augmenté à différentes ressources du sol, que ce soit l'eau, que ce soit les éléments minéraux essentiels au développement de la plante. En retour, donc effectivement, la plante fournit quelque chose au champignon dont il n'est pas capable. La photosynthèse permet, à partir de l'énergie lumineuse, de fabriquer du sucre. Ces sucres, la plante en transfère une grande partie, puisque certains auteurs estiment que jusqu'à 20% des sucres que produit une plante, elle peut les donner à ses champignons partenaires dans le cadre de la mycorhize. Cette symbiose mutualiste entre la plante et le champignon est une opération gagnant-gagnant pour les deux partenaires. Nous pouvons en observer les effets bénéfiques sur les végétaux en comparant des plantes mycorhizées et non mycorhizées. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a la chose que je dirais aussi très très importante et qu'on oublie souvent, c'est que quand vous avez un système racinaire plus dichotomisé avec des ifs tout autour, pas seulement vous exploitez mieux le sol, mais surtout vous créez un environnement qui est néfaste au développement des micro-organismes pathogènes, des champignons, mais des nématodes. La mycorhize a 4 grands rôles dans le monde qui nous entoure. On peut parler d'un rôle qui est une stabilisation des sols, et donc augmenter la rétention en eau d'un sol et sa structure, ce qui a un effet bénéfique sur la production végétale et, par exemple, pour les plantes, une meilleure résistance au stress hydrique. Un deuxième service que rendent les champignons mycorhizogènes, et donc la mycorhize, est ce qu'on appelle une espèce de biofertilisant, c'est-à-dire un meilleur accès aux ressources nutritives du sol, et donc cette possibilité de faire mieux pousser la plante que si elle n'avait pas ce champignon qui l'aide. Un autre service est la bioprotection, c'est-à-dire un effet bénéfique sur la protection de la plante contre les pathogènes, ne serait-ce que par des phénomènes de compétition par rapport aux micro-organismes pathogènes. Et enfin, un dernier effet de la mycorhize, c'est ce qu'on appellera un effet biorégulateur, c'est-à-dire que la présence de la mycorhize va influencer le développement de la plante. La nature a très très bien fait les choses, mais il faut qu'on essaye de la comprendre. Mais il ne faut pas qu'on la remplace. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on cherche. Bien sûr, il faut chercher. Ces champignons mycorhizogènes sont rassemblés dans un organisme créé en 1993 à la demande des chercheurs européens. Depuis une dizaine d'années, son rayonnement est devenu international. L'IBG a plusieurs fonctions. Ici, nous avons la collection vivante, qui est la collection centrale, entretenue vivant et mise à la disposition des chercheurs, en effet. Une fonction, c'est l'enregistrement de le champignon, qui peut utiliser ce numéro comme numéro de référence, reconnu au niveau international. Un autre, c'est la caractérisation de la biodiversité de ces champignons. Et un autre, c'est de servir de dépôt pour les industriels. On a en ce moment 3 champignons qui sont les champignons qui sont exploités au niveau industriel. Donc nous garantissons le culture mère et que ça reste toujours le même et les industriels peuvent nous demander à n'importe quel moment un échantillon. Alors effectivement, le sol n'est pas quelque chose d'inerte, n'est pas simplement quelque chose qu'on s'appuie pour marcher, pour construire une maison, pour faire pousser une plante, etc., etc. C'est quelque chose qui est vivant. Puisque dans un gramme de sol, on estime qu'il y a des millions de bactéries et des centaines de milliers de champignons. Ça fait quand même une biomasse importante. Bon, alors tout ça, ça vit ensemble, ça dégrade la matière organique, ça la rend assimilable par les plantes. Et tous ces micro-organismes ont un rôle essentiel, je vous le dis, à la fois bénéfique, à la fois néfaste, quand ils interagissent entre eux ou avec les plantes au niveau des racines. Ça fait 30 ans que nous avons essayé d'expliquer que les pratiques culturelles mettaient en danger toute la vie biologique du sol. Et si vous voulez, il faut il faut que le monde paysan retrouve, avec les scientifiques, le sens de l'observation. Voilà, c'est ça qu'on a perdu. On a été coupé, c'est vrai, parce qu'il y a eu cet enthousiasme
cet enthousiasme, comme je vous ai dit, du nitrate, le coup de pétard qu'on a mis dans la nature. On a eu un effet effectivement négatif sur les mycorhizes parce qu'on se rend compte que les pratiques culturelles évidemment influencent beaucoup ce qui se passe dans le sol, même si justement on ne s'y intéressait pas et on n'en avait pas vraiment pris la valeur, si ce n'est quelques laboratoires qui travaillaient dans le domaine justement. Et on se rend compte que des systèmes de culture non adaptés diminuent très rapidement la biodiversité en champignons mycorhizogènes. À partir du moment que vous les éliminez, hein, et donc les plantes sont complètement dépendantes des molécules chimiques. Et donc il faut, plus que vous les éliminez, plus en apporter des molécules chimiques. Mais je me dis, le jeune qui va venir là derrière, mais qu'est-ce que je lui laisse comme patrimoine? Et donc là, il faut effectivement arrêter ça. Hein. Il faut reprendre, hein, les choses d'une autre façon, en ayant plus de respect pour la vie végétale et humaine. Hein. Alors je dis maintenant, tu arrêtes et tu remets ta ferme en ordre. À l'âge de 55 ans, M. Renaud, céréalier en Côte d'Or, effectue sa propre révolution. Il décide de se reconvertir et de travailler la terre selon d'autres méthodes. Pour moi, c'est une deuxième vie de paysan. J'ai découvert vraiment ce que c'était que l'agriculture. J'étais devenu, on m'avait formé pour être un exploitant agricole sur des exploitations agricoles où on exploitait, mais j'ai découvert l'agriculture. L'agriculture, c'est l'art de travailler la terre, et ça, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la véritable connaissance, voyez ça. Et ça, pour moi, ça a été la grande découverte de ma vie. Il faut trouver des solutions autres que l'utilisation massive, ce qui est d'ailleurs aussi reflété actuellement au niveau sociétal et politique par le Grenelle de l'environnement, par le Grenelle 2 de l'environnement ou des projets comme le projet Ecophyto 2018 qui vise en France à réduire de 50% l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Il y a vraiment à apprendre à gérer les interactions biotiques, comme on dit, plantes, microbes, au sens très large du terme, pour utiliser à l'optimum la vie. Hein, et ne faire appel aux chimiques qu'on ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas refuser le progrès. La recherche, elle est là pour ça. On a besoin des chercheurs. Ces gens-là, si vous voulez, ils font évoluer la société, mais seulement ce qu'il faut quand même. On peut pas, c'est pas parce qu'on est chercheur et qu'on découvre qu'on peut mettre au service de l'humanité n'importe quoi. C'est très très important d'aller comprendre ces phénomènes biologiques, de comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les exploiter sans jouer à l'apprenti sorcier. Et on se rend de plus en plus compte effectivement que ces phénomènes sont essentiels en production végétale. Et des chercheurs, des collègues, depuis le début des années 90, ont travaillé sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques sont des services que rend la nature à l'homme sans que l'homme ait à payer. Si j'explique, c'est ce qu'on a longtemps considéré comme quelque chose de gratuit, c'est-à-dire que je mets une plante dans le sol, elle pousse. Mais pourquoi est-ce qu'elle pousse? C'est la question qu'il faut se poser. Et effectivement, elle pousse parce qu'il y a des micro-organismes qui font un cycle des nutriments dans le sol, qu'il y a un cycle de l'eau. Et tous ces phénomènes, comme ce cycle des nutriments, sont des services écosystémiques. Et c'est ce qu'il faut protéger de façon à pouvoir les pérenniser et aussi à les utiliser. Et ses collègues, je pense notamment aux travaux de Constanza et ses collaborateurs dans les années 97, ont chiffré pour essayer de donner une importance économique à ces services écosystémiques. Donc je vous dis, on pensait qu'ils étaient gratuits. Mais en fait, en chiffrant en dollars, on s'est rendu compte que l'ensemble de ces services écosystémiques avait une valeur qui était supérieure au double de tous les produits nationaux bruts des pays du monde. Et là, on voit vraiment une préoccupation, hein, un intérêt. On reçoit les coups de téléphone, on voit les personnes, la parole se répand. Et maintenant, avec le Grenelle de l'environnement, Ecophyto 2018, etc., avec les réglementations qui se mettent en place dans l'utilisation des engrais, des pesticides, etc., on va venir, comme un certain nombre de producteurs ont fait, vers la biologie et le respect de le monde vivant.